Bonsoir, il est un peu plus de 23 heures, c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, une heure propice aux échanges feutrés, aux confidences. La ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à une heure. Si vous ressentez le besoin de me parler, de partager ce que vous vivez avec d'autres auditeurs, eh bien je vous invite à appeler ce numéro où vous serez accueillis ce soir par Justin et Assiba sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et à tout moment, vous pouvez nous rejoindre pour dialoguer en direct avec nous, pour apporter votre soutien, pour rebondir sur un témoignage. Vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou en envoyant vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7 10 25 en commençant vos messages par le mot nuit. 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne. C'est tout de suite. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Véronique. Bonsoir Caroline. Alors vous voulez me parler d'un problème au sein de votre famille avec une personne qui a tendance un peu à embêter tout le monde. Voilà. Caroline, oui, voilà, je tenais à vous dire, là, je suis une fidèle auditrice de votre émission et je tenais déjà tout d'abord à vous remercier pour l'intervention ce soir. Et j'attends beaucoup de votre émission, de vos conseils. Et c'est vrai que vous trouvez toujours bons mots à dire aux personnes, réconfort et beaucoup d'assistance. Vous réchauffez beaucoup les cœurs des solitaires lors des entretiens. Bon, Caroline, oui, moi je vous appelle dans le cadre d'un harcèlement. On parle beaucoup d'harcèlement au travail, mais je pense que le harcèlement en famille existe aussi. Je pense qu'il y a différents visages du harcèlement. Moi, je vais vous parler de ma situation qui est préoccupante, qui me tient vraiment à cœur. Oui, donc effectivement, un membre de ma famille qui m'est cher, qui a beaucoup de qualités, qui est très très dévoué, très serviable. C'est un amour de personne. Comment vous expliquer, qui va être de très bons conseils. Mais à ce propos, elle est très directive, très catégorique, en ayant des idées, je dirais, bien arrêtées. Bon, on va définir un petit peu comme bien qu'ayant un très haut niveau intellectuel, culturel, elle est quand même butée. Très fermée dans ses propos, elle n'en démord pas. Quoi vous dites encore il faut être à son écoute. Sinon, si on va dans sa direction, ça va. Sinon, je veux dire, ça prend tout de suite des proportions. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échanges qui sont possibles à établir. Quel lien de filiation avez-vous avec elle ? C'est un frère, une sœur, je dirais. Voilà. Attendez, c'est un frère ou c'est une sœur ? C'est une sœur. C'est une sœur, voilà, d'accord. oui, c'est une sœur. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'elle est, comme je vous dis, elle a vraiment un très bon fond, très bonne qualité. Ce qui est dommage, c'est que moi, j'attends vraiment. Je pense qu'elle a sa part d'amour pour moi. J'en doute pas. Mais moi, je suis quand même plus tactile, plus chaleureuse. Bon, elle, ça se manifeste différemment. Elle est plus distante, on va dire, plus froide. Bon, elle va se manifester autrement. Alors moi, ce que je regrette, Caroline, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de dialogue, pas d'échange qui peuvent s'établir. C'est votre sœur aînée ou votre sœur cadette ? C'est ma sœur aînée, oui. Oui. De 2 ans et demi, oui. Oui. D'accord. Alors, le problème, c'est que ça crée des tensions. Alors, entre nous, dans la famille, moi, j'ai de très bons rapports avec mes parents qui sont vraiment exceptionnels, qui supportent la situation. Quoi vous dire sinon oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que ça prend je sais pas si je suis très claire, si vous me suivez, mais c'est vrai que c'est pas évident d'en parler, parce que dès qu'on n'est pas dans son sens, ça prend des proportions importantes, ça tourne tout de suite en drame, des hauts cris, quoi vous dire, ce sont des propos vulgaires, elle crie, elle hurle, mais à en perdre la voix.
Et comment vous expliquer? Elle en arrive même à des points où il y a des crises et elle casse tout ce qu'elle a en main, quoi. Ouais. Elle retourne les tables. Bon, moi, je veux pas la casser. J'aimerais l'aider. C'est ça le problème. J'aimerais l'aider. J'aimerais qu'on retrouve notre ambiance. Donc ça n'a pas toujours été comme ça, si vous dites, au fond, vous aimeriez retrouver l'ambiance d'avant. Ça veut dire que c'est actuellement, c'est particulièrement tendu en ce moment. Depuis un petit bout de temps. Et le problème, c'est-à-dire depuis combien de temps? Que ça devient préoccupant comme quelques petites années, on va dire. Bon, là, ça fait quoi maintenant? Un an et demi, où c'est très prononcé, quoi. Hein. D'accord. Donc elle ne va pas bien, peut-être? Je crois qu'il y a un souci, oui. Ouais. Mais il ne souhaite pas en parler. Là, c'est le problème. Elle ne souhaite pas en parler, mais bon, on en souffre tous dans la mesure où il n'y a pas vraiment de dialogue qui se crée. Parce que je pense qu'avant d'en arriver, bon, moi j'essaye toujours de trouver, même si les choses sont dures, sont difficiles à dire, bon, ça c'est ma conception, je préfère discuter des choses. Et vraiment, si ça va pas, hurler. Mais moi, je vois que quand elle me parle sur un ton un peu hard, on va dire, je commence à répondre de la même façon. Et je veux pas rentrer dans cet état d'esprit parce que ça ne me correspond pas. Oui, mais quand on hurle, c'est que généralement, c'est qu'on n'arrive pas à se faire entendre autrement. Oui. Vous voyez, c'est qu'il y a des choses où on a essayé de se faire entendre, on a eu le sentiment de ne pas être entendu. C'est bien sûr que c'est pas la bonne solution, mais ça traduit finalement une impuissance, mais aussi il y a derrière quand même il y a une souffrance derrière ça. Hein, c'est hurler pour se faire entendre. Oui, je veux bien le croire, je veux bien l'admettre effectivement, Caroline, mais pourquoi ne pas le dire? Mais parce que c'est compliqué de dire parfois. Et parfois on a essayé de dire et de se faire entendre et on n'a pas été entendu. Et c'est tellement vrai dans les familles. C'est tellement compliqué parce que vous semblez dire, bon, voilà, vous avez des parents exceptionnels. Votre sœur, j'aurais votre sœur au téléphone, elle me parlerait peut-être de vos parents différemment. Vous savez bien que, ou peut-être non, mais dans une même fratrie, les enfants donnent des images de leurs parents complètement différentes. Oui. Hein, ils parlent de leurs parents de façon radicalement différente. Et pourtant, ils ont les mêmes parents. Mais ils n'ont pas le même vécu vis-à-vis de leurs parents. Exactement. Oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Regardez même l'éducation. Bon, nous n'avons que quelques 2 ans et demi de différence. Très mais peu, regardez, nous avons eu la même éducation et nous sommes opposés. On voit la vie différemment l'une de l'autre, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'accepte pas en moi. Bon, pas parce que je suis plus libérée, mais je suis peut-être un peu plus tolérante sur certaines choses, un peu plus ouverte. Elle paraît un peu plus introvertie, mais j'aimerais bien qu'elle s'ouvre. Il lui manque pas grand-chose parce qu'elle est très vivace d'esprit, très intellectuelle, très, très douée, quoi. Ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi et comment se sortir. Et surtout, ce que je souhaiterais savoir, c'est comment se sortir de ce carcan dans lequel nous sommes. Parce que je vois qu'on en souffre. Mes parents ne disent rien, ils acceptent. Bon, je pense qu'un enfant reste un enfant, certes. Et alors, elle est pleine de tendresse parce elle va venir avec des intentions, des petits mots. Et puis après, ça va être le démon, quoi. Ça peut être un ange, un amour. Et puis après, c'est un démon. Oui, mais c'est pour ça que ça se passe mal, finalement. C'est qu'au fond, quand vous dites qu'elle arrive, dans cette image, au fond, un peu ange et démon, hein, elle arrive pleine d'attention, c'est-à-dire qu'elle arrive avec un désir fou d'être aimée. Et donc, au fond, il y a une frustration certainement immense derrière. Elle ne parvient pas à cela. Et peut-être que vous, vous qui restez très calme, posé, enfin, qui avez peut-être tout ce à quoi elle aspire, ou à ses yeux, vous représentez quelque chose qui est insupportable. Il y a des rivalités comme ça
qui sont très fréquentes chez les frères, les frères et sœurs, surtout quand il y a si peu d'écart d'âge. Et parfois ça perdure à l'âge adulte parce que souvent on sort d'une histoire à deux. Et on rentre dans le cadre d'une histoire familiale et les parents ont toujours un rôle déterminant. Parce que dans ces cas-là, il faut que quand même que chacun ait une place vivable, si vous voulez. Il faut que vraiment, quand il y a, par exemple, 2 enfants du même sexe, avec peu d'écart d'âge, éviter les comparaisons, ne pas renforcer la rivalité, qui est assez inévitable. Oui, c'est certain, Caroline. D'autant plus que vous savez que maintenant, moi, j'en arrive à redouter les repas de famille. Nous sommes très famille, nous sommes très réunions, famille unie. Mais je finis par en redouter, moi, de ces repas de famille parce que ça dégénère très, très vite. Et j'en suis à un point où me dire, il faudrait que je prenne du recul. Ça me fait mal parce que quelque part, je vais me mettre en recul. Je vais un peu, entre guillemets, perdre mes parents. Même s'ils sont là, vraiment près de moi. Elle s'en prend plus à vos parents ou à vous À mes parents, parce qu'ils ne laissent plus faire que moi. Moi, de temps en temps, j'hausse le ton, je crie encore plus fort qu'elle. Ah oui, j'essaye de dompter parce que non, c'est invivable, je vous assure. Oui, c'est-à-dire que vous réagissez, vous lui opposez une résistance, donc de temps en temps. De temps en temps. Oui. Donc elle ose moins s'en prendre à vous. Oui, et puis je ne supporte plus. Que ce soit pour moi ou pour ma famille, je ne supporte plus. Oui, c'est ça. Et vos parents, eux, quand elles s'emportent comme ça, ne disent trop rien? Non. Non, ils ont un caractère qui fait que... non, ils disent trop rien. Même, j'essaye d'aborder le sujet avec eux. Franchement, c'est un sujet qui reste tabou. Ouais. Ça va. Pourtant, ça va. Il y a alors c'est ce qui est un peu embêtant finalement parce que au fond, vous dites, elle hurle. Elle va jusqu'à renverser des tables. Enfin, il y a donc en ne réagissant pas. Vos parents, au fond, cette passivité peut être exaspérante pour votre sœur. C'est-à-dire, c'est comme si ils étaient sourds à ces appels. Oui, effectivement. Donc ça peut aller vers encore, vous voyez, aller vers une surenchère. Quel âge a votre sœur? 54 ans. Ah oui, en effet. Ouais. Ouais. Il s'est passé quelque chose dernièrement dans sa vie? Vous dites que c'est depuis 1 an et demi vraiment que vous constatez. Il a pu effectivement se passer quelque chose, oui, mais est-ce une raison effectivement? Non, mais j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui, vous voyez, qu'est-ce qui ferait qu'il y ait son malaise comme ça s'amplifie ou s'exprime de cette façon-là? Oui. Effectivement, Caroline, je pense que vous voyez bien la chose. Il s'est passé un événement. Mais je veux dire par là, est-ce une raison d'agir de la sorte? Parce qu'elle est très famille, elle n'arrête pas. Non, mais attendez, il y a toujours, si vous voulez, alors je vais vous répondre, je ne suis pas en train de trouver des excuses à votre sœur. Rien ne justifie des actes violents, qui soient l'agressivité verbale, ou bon, pour le moment, elle s'en prend, heureusement, c'est des objets, elle s'en prend pas physiquement à vos parents. Mais si vous voulez, après, c'est quand même important de comprendre qu'est-ce qui a pu, motiver. Moi, j'essaye de comprendre. Si vous voulez, là, c'est le côté psy qui parle. Il y a toujours des raisons aux agissements d'une personne. Oui, bien écoutez, moi, cette question, je l'ai posée dernièrement et je lui ai dit qu'est-ce qui ne va pas au fond de toi? Et là, elle ne m'a pas répondu. Oui, peut-être que vous, elle n'a pas envie de vous répondre à vous. Mais j'aimerais tant qu'elle me... Oui, mais alors moi, je vais vous dire une chose. Je pense que finalement, trop de sollicitude de votre part doit lui être insupportable.
paradoxalement. Hein. Enfin, pas tant paradoxalement que ça, parce que il peut y avoir, c'est une interprétation de ma part, hein, mais si il y a une rivalité entre, si elle éprouve une forme de jalousie pour vous, le fait que au fond vous, au contraire, vous soyez bienveillante à son égard et que vous cherchiez à l'aider, ça lui renvoie encore plus une mauvaise image d'elle-même. Ouais, Finalement, elle l'agresse, elle vous agresse, elle agresse les parents, et vous, au fond, vous tendez la main en disant mais qu'est-ce qui te rend si méchante ? Qu'est-ce qui se passe au fond de toi ? Vous voyez, donc elle, ça lui renvoie l'image de bah oui, je suis vraiment très mauvaise pour agir comme ça. Donc elle vous rejette encore plus. Je le ressens effectivement ça. Eh oui. Parce qu'elle s'est complètement refermée quand je lui ai posé la question et je vois même dans d'autres agissements, effectivement, elle me rejette complètement. Oui, je pense que vous ne pouvez que prendre un peu de distance et dire, en revanche, à vos parents, ça serait plus à vos parents un peu de la rassurer et ça serait plus des paroles de vos parents, de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe, ou apaise-toi, ou ce serait important quand même quand tu viens qu'on ait des moments tranquilles où tu sais bien qu'on est là pour toi. Vous voyez, elle pourrait peut-être plus. Bon, évidemment que ça serait mieux qu'elle fasse un travail sur elle-même à l'extérieur du cercle familial, qu'elle puisse parler de ses difficultés, parce que on voit bien le décalage qu'il y a. Elle arrive au fond quand il y a un repas familial où elle arrive avec de bonnes intentions et pleine d'attention, donc avec ce désir d'être aimée. Au fond, c'est ça, elle vient chercher de l'amour. Et puis, eh bien, il y a toute sa frustration, alors qui doit remonter à très loin. Il y a quelque chose de l'enfance, de l'adolescence qui est réactivé. Alors peut-être par cet événement qui lui appartient, dont vous ne parlez pas pour ne pas en dire trop, mais qui peut-être est réactivé à ce moment-là, dont il faudrait qu'elle puisse parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai que vous n'êtes pas la mieux placée pour l'aider, pour les raisons que je vous indique là. Ah oui, et Dieu sait que j'aimerais bien le faire pour mes parents, pour ma famille, quoi. Parce que nous sommes unis, comme je vous répète, Caroline, on n'a pas du tout la même conception de la vie. On est une famille très unie. Je suis unie à ma façon, elle d'une autre. Elle est très présente. Elle aide beaucoup mes parents. Elle aide, et d'un autre côté, pourquoi faire ça, vous voyez, comme je dis, mais... Parce que je crois qu'elle peut pas faire autrement pour le moment. C'est un peu, excusez-moi, comme un homme qui bat sa femme. Il la bat de coups, les paroles, et après avec un bouquet de fleurs. Là, c'est la même chose, j'ai l'impression. Et ça me fait mal, au fond. Je me dis, c'est pas possible. Je préférerais pas d'attention, et au moins qu'elle soit naturelle, qu'on parle, qu'on se prenne dans les bras, qu'on discute, Moi, je sais qu'une fois, il y a eu un événement familial, il y a eu une intervention chirurgicale assez lourde. Moi, je l'aurais prise dans mes bras, etc. Mais elle m'a rejetée. Mais c'est dur, ça. Oui, alors la comparaison avec l'homme qui bat sa femme, on n'est pas dans le même registre. Lui, parfois, rejoue quelque chose de la violence de son passé. Elle est comme une enfant qui vient chercher de l'amour, de quelque chose, il y a une blessure qu'elle cherche. Et puis finalement, elle est dans une attente tellement immense, tellement grande, qui ne peut pas être comblée. Donc après, la frustration crée ce sentiment de colère finalement, qu'elle hurle à la figure. Et donc après, oui, elle est mal, elle cherche à se faire pardonner, donc c'est sans fin. Il faudrait qu'elle se fasse aider, et la non-réponse de vos parents est un peu problématique, et peut-être pourriez-vous dire à vos parents que ça serait important qu'ils sortent un peu de leur passivité. Vous voyez, parce que... Mais comment aussi, Caroline, s'il vous plaît, pourraient-ils sortir de leur passivité ? En essayant un peu de lui parler, de lui dire...
c'est compliqué. Et visiblement, s'ils n'arrivent pas à le faire, c'est que ils ont même ça traduit aussi quelque chose, hein, le fait que face à ces crises comme ça de fureur, ils ne puissent rien dire. Et peut-être quand elle est plus calme, je crois qu'elle a avant tout besoin d'être rassurée sur peut-être sa place dans la famille, essayer d'avoir un échange. Peut-être qu'elle pourrait plus l'entendre venant de vos parents. De demander qu'est-ce qui se passe, comment pourrait-il être présent pour elle, comment pourrait-il peut-être un peu l'aider, dire c'est dommage finalement quand on se rencontre, nos relations sont très tendues, très difficiles. Comment on pourrait te soutenir, être plus t'aider à traverser ça. Oui, pourtant, Caroline, Dieu sait qu'on lui dit qu'on l'aime, etc., au téléphone, par texto, etc. Je veux dire, elle doit le savoir maintenant, peut-être qu'elle... Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose de blessé chez elle, et bon, donc elle vient à chaque fois éprouver ça, tester chez vous. Peut-être à ce moment-là, dire que ça serait bien qu'elle puisse parler quand elle vous a pas répondu la dernière fois, dire je comprends que ça soit difficile et que c'est pas avec nous que tu peux en parler, mais quand vous dites semble-t-il qu'il s'est passé quelque chose il y a justement, vous faites référence il y a 1 an et demi dans sa vie, dire que peut-être en raison de cet événement qu'elle pourrait aller en parler à quelqu'un, à un thérapeute, se faire un peu aider. Oui, là, c'est une séparation sentimentale, hein, sans rentrer trop dans les détails. Voilà le problème, quoi, en fait. Hein. Ben oui, mais c'est important. Eh ben, c'est important. C'est important. Oui, mais il y a eu une cassure sentimentale et elle réinvestit beaucoup la cellule familiale et très fortement. Hein, c'est-à-dire, elle a plus ce soutien, cet amour-là, et donc elle est en train de réinvestir la cellule familiale, l'amour comme ça, et donc est dans une quête là qui la laisse dans ce manque. Bon, il y a quelque chose du manque là qu'elle éprouve, dont il faudrait qu'elle puisse parler. On peut être extrêmement mal après une rupture sentiment,tale, et dire que peut-être ça serait important qu'elle aille se faire aider. Vous pouvez entendre qu'il y a une grande souffrance et lui dire moi je pense que lui dire simplement. Mais enfin, il y a Salomon, et pour conclure, qui dit il faut sortir de cette chaise du thérapeute. Vous pouvez pas, de toute façon, vous être sa thérapeute et réinvestir celle de la cadette pour apaiser la situation. Et c'est très juste. C'est-à-dire que c'est un point important, ça, parce qu'en plus, même si vous n'avez que 2 ans et demi d'écart, elle est l'aînée. Donc en plus, en voulant l'aider, vous lui enlevez aussi ce rôle-là de l'aînée. Et il faut quand même qu'elle reste l'aînée dans cette histoire. Oui, non, mais c'est certain. Oui. Donc, il faudrait presque que je vienne en acceptation, alors si je comprends bien. En acceptant que, exactement, c'est pas vous qui pouvez... comportement. Non, en acceptant son comportement, ça veut pas dire tout accepter. Je veux dire accepter que, bon, pour le moment, elle est en souffrance, et dire que vous pouvez aussi parler. Alors, il y a le subversif qui, depuis tout à l'heure, dit vous n'avez pas le même langage, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de l'affectif, elle est plus rationnelle. Oui, si ce n'est qu'il y a des moments où ça déborde, hein, elle exprime autrement. Mais accepter que vous pouvez pas non plus être sur le plan thérapeutique avec elle. Oui, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Là aussi. Oui, mais c'est comme ça vraiment que vous pourrez l'aider. Oui, effectivement. Donc, Caroline, moi, effectivement, j'aurais bien voulu savoir s'il existait des associations et éventuellement. Des associations de quoi ? Pour voir comment on peut aussi surmonter ces passages-là, parce que c'est pas toujours évident de vivre ces moments-là. Je veux dire, moi, je sais que ça peut être déroutant pour moi, parce que je pense à moi, je pense à mes proches. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Serge, je sais pas à quelle association vous faites référence. Déjà, j'aurais voulu voir un peu comment on pouvait définir ce comportement-là.
Ah non, mais il n'y a pas à le définir. On n'est pas dans le cadre là du tout de. Enfin, vous parliez, c'est pas un cadre de harcèlement ou autre. Hein, c'est. Enfin, il n'y a pas de. On n'est pas dans du harcèlement au sein de la famille. C'est pas quelque chose de cet ordre-là. C'est votre sœur qui va pas bien et qui du coup. Exprime sa souffrance au sein de la famille. C'est bon. Mais après, des associations, non. Si vous voulez, s'il devait se créer des associations pour tous les dysfonctionnements familiaux, après, bon, il y a la thérapie familiale. Mais enfin, la thérapie familiale, votre sœur, elle a 54 ans. Vous voyez, les thérapies familiales, c'est plutôt fait pour les enfants et les adolescents. Ah, c'est déjà plus jeune alors. Ah bah oui, les thérapies familiales sont en général plutôt préconisées pour des enfants et des adolescents. Oui, ou peut-être alors à la recherche de témoignages qui pourraient me dire comment prendre tout ça avec un peu plus de philosophie. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que comme je me répète, Caroline, je vois mes parents qui sont quelque part ça peut être tyrannisés et je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour vivre un châtiment tel que mais non mais là écoutez, c'est pas non mais écoutez, on va pas refaire le point de départ là parce que j'ai l'impression que vous avez pas entendu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, ou alors il faudra que vous réécoutiez. Parfois quand on est à l'antenne, on n'entend pas, on est un peu, c'est un peu l'émotion du passage à l'antenne parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas entendu ce qu'on s'est dit. Je vous propose de réécouter l'émission en podcast parce que franchement, ça n'a rien à voir avec le châtiment. Il y a beaucoup de familles qui peuvent se reconnaître dans votre témoignage. D'ailleurs, il y a First Lisa qui dit qui se reconnaît dans certains points de ce que vous évoquez. Je vous assure que vous savez, il y a beaucoup de familles qui peuvent se retrouver dans ces rivalités à un moment entre frères et sœurs et où il y a certains repas familiaux où ça dérape et où on est plus malheureusement dans l'agressivité que dans l'harmonie. Bon courage en tout cas à vous. Merci Caroline. Au revoir Véronique. Bonne soirée. Au revoir. Jean-Louis Aubert, puisses-tu? Bonsoir Christophe. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe, on va aborder un sujet un peu différent avec vous. Oui, pour ce soir, oui. Et qui suscite bien des polémiques. Encore aujourd'hui, on va parler de corrida. Vous m'entendez, Christophe ? Oui, je vous entends. Ouais. Voilà, parce que vous avez sauvé un taureau de corrida. Oui, vraiment, l'espèce, la race qui sont utilisées dans les arènes. Oui. Ça fait à peu près un peu plus d'un an que je l'ai et qui est à la maison. Oui, alors quand vous dites, c'est ça, vous avez appelé pour dire vous l'avez à la maison, c'est-à-dire vous n'avez pas un petit pavillon en banlieue, j'imagine. Hein, non, vous avez non, il est en campagne. Il n'est pas tout seul d'ailleurs. Il est avec un cheval et puis quatre chèvres qui l'accompagnent. D'accord. Et donc voilà, je l'ai eu tout petit, je l'ai élevé au biberon. Oui. Et puis là, il a 12 mois, 14 mois même. Il a un peu plus d'un an. D'accord. Et ça se passe très bien. Mais alors comment c'est quelle est l'histoire de ce petit taureau à la base? Comment vous avez pu de la vôtre finalement? Oui, parce qu'en fin de compte, c'était déjà un projet qui me trottait à la tête depuis mon enfance. Oui. Comme je pense beaucoup de monde qui fait ce qu'on est et ce qu'on a fait à l'âge adulte. Donc moi, c'était suite à un tapis mural qui était sur un mur qui représentait une scène de corrida. Et j'avais 7-8 ans et en fait, c'est en voyant ce tapis que j'ai découvert en fait la corrida. Donc et là, je me suis dit comment on peut faire ça à un animal, parce que là, au début, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et on m'a expliqué, et là, j'ai pas compris, quoi. Moi, limite, quand je voyais le tapis, je voyais un homme et un animal qui s'amusaient. Pour moi, c'était ça que je voyais. Mm-hmm. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ce qui se passait vraiment. Ce n'était pas donc chez vous, ça, que vous voyiez ça? Non, c'était une épicerie du village voisin. Vous êtes dans une ville du sud de la France? Du tout, je suis en Bretagne. Ah oui, d'accord. Ouais, mm-hmm. ouais. D'accord.
Et donc, je m'étais fait, quand on m'a expliqué un peu ce qui se passait, donc sur ce tapis, là, je m'étais fait une promesse, c'est qu'un jour, je sauverai ce taureau. À 7-8 ans. Ouais. Et donc, pratiquement 30 ans plus tard, je me suis dit, bon, il va être temps d'honorer cette promesse. Et puis voilà, j'ai acheté un taureau l'année dernière. Ça n'a pas été facile parce qu'ils lâchent pas un animal comme ça, les éleveurs de taureaux espagnols. Et donc, je l'ai depuis, je vous dis, un peu plus d'1 an maintenant, quoi. Oui, j'imagine, parce que vous dites, il les élève spécialement pour la corrida. Alors en fait, comment ça se passe? Oui, plus ou moins, mais il faut savoir, mais ça, il y a très peu de personnes qui sont au courant de tout ça, c'est qu'il y a que 4 à 5% des taureaux qui sont élevés qui vont en corrida. Le reste part pour la consommation humaine normale, classique. Il y a que vraiment 4 à 5% qui partent en corrida. Et d'ailleurs, le taureau espagnol bénéficie de l'AOC du taureau de Camargue. D'accord. Donc en fait, si on mange du taureau, ils écrivent TORO. En fait, on peut très bien manger du taureau de Camargue ou du taureau espagnol. Je savais même pas que ça se mangeait le taureau, moi. Bah si, si, apparemment. Ah bon, ouais. D'accord. Et donc voilà, ça c'est aussi bien en France qu'en Espagne. Hein. Donc c'est pour ça, après, quand il y a certaines personnes parce qu'il y a énormément de gens qui sont contre ce que je fais, des aficionados ou autres. Ah bah ça, j'imagine, oui. Ça... Oui, quand je disais que c'est... Oui. Principalement ce que je fais, et puis même les anti-corridas, parce qu'on nous prend un peu pour des uberlus. On nous dit que oui, il faut savoir que si la corrida n'existe plus, la race s'éteindra, alors que c'est totalement faux. Oui. Par exemple pour la France, puisque moi je m'occupe principalement de la France, puisque voilà, je suis français, les Espagnols se débrouillent même largement mieux que nous au niveau anti-corrida. En France, le taureau espagnol est concentré que dans le sud de la France. Il n'y en a nulle part ailleurs. C'est pour ça que j'ai eu énormément de mal à en avoir. S'il n'y a plus de corrida, donc ils vont peut-être être obligés de lâcher un peu plus la race, et au contraire, la race, elle va exploser. Et comme il y a 95% des taureaux qui sont élevés pour la consommation humaine, donc comme un bovin classique, donc si la corrida s'arrête, ça va absolument pas les déranger. Il n'y a que 4 à 5% qui vont pour la corrida. Donc c'est pas du tout la corrida qui fait vivre les éleveurs de taureaux espagnols. Ça, c'est totalement faux. Mais la plupart des aficionados ne le savent même pas. Et vous êtes engagé concrètement contre la corrida? C'est pas pour, je veux pas me lancer des fleurs quoi que ce soit, mais je pense que même je suis anti-corrida 24 heures sur 24. Parce que ayant un animal comme ça à la maison, je peux que être appelé toujours à la corrida. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai aussi un avantage par rapport aux anti-corridas, c'est que voilà, en étant anti-corrida, on est souvent affronté aux vidéos et aux insultes justement des aficionados. Moi, j'ai l'avantage d'avoir le côté positif du taureau, parce que voilà, il est là et il m'apporte vraiment quelque chose. C'est impressionnant. Bon, je savais un peu où j'allais quand même en prenant cet animal. Oui, comment vous allez faire quand il va être adulte ? Parce que là, vous dites, vous avez des chèvres et tout ça, mais quand il va être adulte, ça va être possible de le garder avec vous ? Je le garderai pas seul en tant que bovin, parce que même c'est des animaux qui vivent en troupeau, donc déjà étant seul, c'est pas terrible. C'est vrai que ça crée un lien entre nous deux. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir le laisser aller, partir à l'abattoir, votre petit taureau que vous avez élevé là comme ça. Ah non, moi je le garde, ça sera peut-être un des seuls, mais qui vivra jusqu'à sa vie. Qui vivra sa vie jusqu'au bout, quoi. Voilà, 20-25 ans, il va vivre 20-25 ans tranquillement dans un champ. Non, il a vraiment son avenir qui est sûr, lui en tout cas. Il a eu une chance folle, celui-là. Ben ouais. Vous passez la chanson de Francis Cabrel en boucle. Moi, je trouve qu'il a tout dit dans cette chanson. J'ai un peu plus de facilité à l'écouter maintenant. Avant, j'avais énormément de mal. Et c'est vrai que parce qu'elle vous bouleversait trop. Ouais. J'arrive même pas à voir les images justement anti-corrida parce qu'elles sont hyper violentes. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous montre qui est très 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 édulcoré. J'ai mis beaucoup de traits, vous avez vu, édulcoré au trésor ou autre chose qu'on va encore avoir. Je trouve déjà ça assez ignoble, donc très édulcoré. Écoutez, déjà, je sais pas, je n'ai jamais assisté à une corrida et je n'irai jamais assister à une corrida parce que je trouve que franchement aller assister à une agonie, non merci. Mais je trouve que Cabrel a tout dit dans cette chanson, vraiment. Et
En tout cas, il y a des amis qui vous soutiennent ici. Il y a Osiris qui dit la corrida est une horreur. Il y a First Lisa qui dit je suis taureau, du signe évidemment. Alors elle dit merci pour ce que vous avez fait, Christophe. Le suricate qui dit également contre la corrida. Comment peut-on tuer un animal sans défense pour un spectacle? Et puis Salomon qui dit la Bible qualifie de meurtre l'abattage de tout animal en dehors des conditions de l'alimentation. Voilà un peu des réactions qui arrivent. Peut-être que vous aurez des réactions de gens qui vont dire. Oh certainement, voilà, on a déjà eu. Oui. Il faut savoir que les gens donc qui sont pour la corrida, ils savent le dire entre eux ou même comme ça par rapport à moi, à m'insulter sur mon site parce que j'ai fait un site par rapport au taureau. Mais après, comme là, dimanche prochain, il y a 30 millions d'amis, donc il va passer dans l'émission de 30 millions d'amis. Là, dimanche qui vient, là dimanche 17, là. Oui. Ah, je serai en vacances, je vais pouvoir avoir tout le loisir de regarder. Dans 30 millions d'amis, là, à 13h, enfin... Ouais, 13h. Ah, et alors, on vous voit, d'accord, on va vous voir avec votre petit taureau. Ouais, ils sont venus en novembre, donc il est beaucoup plus jeune que maintenant, puisque là, il aura quelques mois de plus, parce que c'était tourné en novembre. Mais justement, ils ont eu énormément de mal parce qu'ils ont voulu donner aussi la parole aux gens en face, aux aficionados. Ils ont eu énormément de mal à trouver des aficionados qui ont bien voulu dire devant la caméra qu'ils aimaient la corrida et voilà, expliquer pourquoi. Parce qu'après, il y a quand même, je pense, au fond des gens, il y a quand même des gens qui se disent c'est peut-être pas si normal ce qu'on fait ou ce qu'on aime, quoi. C'est vrai que c'est pas très logique d'aller s'asseoir dans une arène et regarder. Il faut savoir que dans une corrida, il y a 6 taureaux. Il y a 6 taureaux qui passent. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 6. Ça dure 20 minutes. Donc là, les prochaines férias, par exemple, quand il y aura 11 corridas dans le week-end, parce que le week-end, ça commence le vendredi ou voire le jeudi, par exemple, il y aura 66 taureaux à mourir. Dans une agonie abominable. Mais donc, vous dites, ce sont les arènes, hein, c'est ça, c'est bon. On vient, il y a cette dose de sang. Alors, je reçois un message qui dit la corrida, pour hautement symbolique qu'elle soit, est respectable en tant que telle. Symboliquement, donc, cessons la tuerie et étudions-la. Oui, cessons la tuerie, oui. Qu'on puisse étudier, ce d'un point de vue symbolique, oui, il y a des choses à dire, effectivement, d'un point de vue symbolique. Mais arrêtons le massacre. Alors, il faut savoir que ça va très loin aussi. Mettons la paix aux animaux. Après, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais par exemple, voilà, mon taureau, il est jeune, donc il y en a qui disent, oui, mais là, il est jeune, tu verras plus tard. Mais il faut savoir qu'à cet âge-là, ils sont utilisés dans les écoles taurines. Donc à Arles ou à Nîmes, c'est-à-dire que c'est des enfants de 10 ans ou 12 ans qui massacrent des veaux de cet âge-là, qui vont jusqu'au bout, avec banderille et épée. Donc vous voyez un peu, il y a quand même un problème. On essaye d'inculquer le respect, tout vis-à-vis des enfants. Et il y en a d'autres qui envoient leurs enfants comme s'ils les envoyaient dans un club de foot jouer au ballon, quoi. Comment là, on ça va massacrer un animal. C'est bizarre, ça. Enfin, ça paraît fou. Oui, carrément, oui, mais ça existe pourtant. Et il n'y a pas, je vous dis Arles et Nîmes parce que c'est les plus connus. Il y en a plusieurs à Arles et à Nîmes, mais il y en a d'autres. Mais attendez, mais ça, j'ai du mal à penser. Vous êtes certain de ce que vous avancez? Oui. Ils tuent des petits veaux? Ouais. Ah oui, ils vont jusqu'au bout. Au début, je sais pas si vous avez vu, c'est une espèce de brouette avec une roue. Parce que ça, c'est quand même très grave. Mais c'est très grave, mais on se bat contre ça. Mais donc au début, je vous dis, ils se battent contre une petite brouette avec une roue et avec des fausses cornes pour s'entraîner et tout. Mais il y a bien un moment, il faut bien les mettre devant le fait accompli. Il faut bien les mettre devant l'animal. Cela dit, des enfants, ce sont encore des enfants et leur faire des mises à mort, ça paraît c'est très préoccupant. Très, pas dire plus. Oui, mais il y a ça. Il y a les arènes qui sont gratuites et ils prônent en plus d'inviter les enfants de moins de 6 ans parce que c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Donc ça, c'est en France d'origine. Après, ils essayent de grappiller. Il y a même certaines arènes, puisqu'ils sont quand même pas mal en perte de vitesse. Ils essayent d'inciter les moins de 12 ans, voire au-dessus, moins de 14, moins de 16, c'est toujours de grappiller un peu. Donc de la gratuité pour ces jeunes-là. Parce qu'ils savent très bien que, sauf 16 ans, on peut aller tout seul, mais ils savent très bien que les autres, ils vont venir avec les parents, donc les parents vont payer. Voilà.
Ils essayent toujours de trouver des combines différentes. De toute façon, c'est vrai que au-delà, là, vous parlez de la corrida, il y a beaucoup de messages de soutien. Il y a Sergio qui dit je déteste ces fêtes barbares. Il y a également, il y a Georges qui dit avec un peu d'humour, qui dit vous devriez aller au musée d'Orsay voir le torero mort de Manet, magnifique tableau. Coco qui dit la corrida devrait être purement et simplement interdite. Violaine qui dit la corrida sans mise à mort, vive le Portugal. C'est vrai qu'il peut y avoir des corridas sans mise à mort. On va en parler après, mais c'est encore pire. Et puis certains disent la corrida est une barbarie innommable. Donc bon. Il y a, de toute façon, au-delà de ça, c'est aussi le rapport que nous avons en général avec les animaux, parce qu'il y a les animaux, nos animaux domestiques que nous choyons, que nous gâtons parfois à l'excès. D'ailleurs, on voit des choses de les stratégies marketing. On fait de l'anthropomorphisme avec eux, de façon un petit peu folle, un peu parfois. Et puis à côté de ça, on voit l'industrialisation, les animaux élevés dans les poulets de batterie, les veaux, les cochons, ils sont dans des camps concentrationnaires. Franchement, et ceux-là, on ferme les yeux, on est un peu dans un déni de cette réalité-là parce que au fond on les mange et puis on veut pas voir ce qui se passe. Donc on a un rapport quand même très très ambigu aux animaux. Il y a ceux qui vivent avec nous, qui partagent notre vie, et puis les autres qui sont propres à notre consommation ou au plaisir. Il y a deux animaux quoi. Il y a deux animaux. Exactement. Pour certaines personnes, il y a deux animaux, voire trois. Il y a le chien, le chat. Oui, c'est vrai. Cheval, parce que le cheval, c'est vrai. Il y a les animaux nobles un petit peu. Puis les autres, on ne sait pas, c'est des accessoires, on ne sait même pas à quoi ça sert. On ne préfère pas voir effectivement les conditions, en tout cas dans lesquelles ils sont. Je dis pas, c'est pas après ne plus. Vous voyez, je suis pas en train de prôner. Il s'agit pas de plus manger de viande ou quoi. Mais c'est les conditions dans lesquelles ils sont élevés, qui sont des conditions extrêmes, inhumaines, extrêmement cruelles. Et ça, on ne se pose pas de questions. Et leur faim aussi, parce que les abattages, c'est pas toujours... Oui, tout à fait. C'est le profit, c'est la rapidité, on n'a pas le temps. C'est le profit avant tout. On s'en fout. C'est de toute façon, derrière tout ça, c'est le profit. Évidemment, pas dans la corrida. On n'est pas dans ce registre-là. On est dans un autre registre. Bon, écoutez, en tout cas, ceux qui voudront vous découvrir avec... Comment s'appelle-t-il Fadjin. Je peux donner éventuellement son site. Si vous allez avoir des messages de soutien et puis des messages d'insultes, vous en prenez. Non, alors là, je suis habitué, c'est pas le problème. Vous pouvez donner votre site, Christophe, allez-y. Donc c'est sauvons-un-taureau-de-corrida.com et donc entre chaque mot, entre sauvons 1 et tout ça, il y a un petit tiret, mais en tapant sauvons-un-taureau-de-corrida.com, on trouve. D'accord, et puis on peut vous retrouver dimanche, alors 17 avril, dans 30 millions d'amis. Et puis au mois de juin, pendant 3 semaines, je fais un tour de Bretagne à pied avec lui pour expliquer aux Bretons ce qu'est la corrida et ce qu'est le taureau de corrida et pas du tout un animal agressif, sauvage, etc., etc. Allez, donc, on va pour les mots, on va laisser quelques mots. On peut pas. C'est Bertrand Rutilli ne savait pas que nous allions parler de corrida avec vous, mais Philippe Chartier a été chercher quelques paroles comme ça de Francis Cabrel, un peu la corrida. On va conclure avec lui. Merci beaucoup, Christophe. On va vous regarder, promis, dimanche. Au revoir. Merci, au revoir. Ayo, I can't. Des messages qui arrivent au 7 10 25. Cathy dit, il faudrait d'abord savoir ce qu'est un taureau adulte. Je pense que Christophe est bien renseigné, parce que il connaissait bien la question. Et puis un message qui dit, jadis sur l'autel sacrificiel gisait le corps sanglant d'un homme offert au Dieu. Dieu est descendu et aujourd'hui c'est l'animal qui est sacrifié. Demain sera meilleur.
On peut l'espérer, hein. Nous sommes quand même au XXIe siècle et le sang coule toujours, celui des hommes aussi, me direz-vous. Hein. On n'apprend rien de l'histoire, ni de l'horreur d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder un petit peu partout ce qui se passe dans le monde, de la barbarie. La barbarie qui est en nous, les hommes entre eux, les hommes vis-à-vis des animaux, la cruauté qui est là. Donc d'ailleurs on entend parfois lorsque les hommes commettent des actes terribles en disant il s'est comporté comme un animal. On oublie de dire que l'animal, lui, agit pour sa survie, pour protéger ses petits, pour se défendre, pour se nourrir, pas par perversité ou par sadisme. Ou, voilà, c'est très différent. Hein. Il y a Daniel, il me dit oui, les combats de coqs dans le Nord. Il y a en tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment. On pourrait y consacrer une émission entière. Il y a Michel de Caen qui dit en tout cas merci à tous les amis protecteurs des animaux, quels qu'ils soient, parce que la cruauté vis-à-vis d'eux me révolte. Allez, on va accueillir Élise. Bonsoir Élise. Oui, bonsoir. 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 Je suis contente de vous avoir. Je ne pensais pas vous avoir si tôt, mais bon, je vais expliquer un petit peu ce pourquoi je vous appelais. Je vous écoute régulièrement. Là, j'essaie de glaner un petit peu des conseils, mais bon, c'est pas évident. Oui. Donc, voilà, oui, je suis inquiète pour ma fille, là, donc, qui est quand même assez, Alors, qui a été hospitalisée, qui sort d'une hospitalisation de 3 mois. Voilà, oui. Alors, on va en parler, ce sera après le journal de minuit. D'accord, entendu. À tout de suite. Deuxième partie de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à témoigner au 39 21, à réagir à ce que vous avez entendu à l'antenne, et vous êtes nombreux à le faire. Alors par courriel spirituel, revenez sur le témoignage de Christophe qui était contre la corrida. Christophe qui avait accueilli un petit taureau chez lui et que vous pourrez voir ce dimanche 17 avril dans l'émission 30 millions d'amis. Elle dit bravo, merci pour les 100 voix. Moi je sauve des sangliers orphelins de la chasse et des cochons d'abattoir. Certains dorment dans la maison. J'en avais vu comme ça dans l'émission 30 millions d'amis. D'ailleurs une dame qui tenait un café et elle avait un cochon dans son café qui était affalé sur un gros sofa au fond du café. On la voyait partir en balade avec son cochon et ses 2 chiens, et elle disait je vous assure qu'il est bien plus intelligent que mes 2 chiens. Il était assez amusant, il faisait la joie évidemment des clients du café aussi. Et c'est vrai que le cochon, malheureusement, qui a mauvaise réputation, qu'on dit sale et autres, souvent qu'on le laisse dans des endroits sales, alors que c'est un animal beaucoup plus intelligent qu'on ne le prétend, et finalement assez sociable et bon compagnon. Allez, il y a également Monique qui dit merci à Christophe, ami des animaux. Il y a le trublion qui ne pouvait pas ne pas réagir sur un tel sujet, qui dit Moumoun a sorti sa petite muleta pour jouer avec le petit taureau, mais très gentiment. Oui, parce que Moumoun là, il ferait pas le poids quand même avec le petit taureau. Et puis j'ai un message du subversif. Mais alors, vous avez, et oui, je vous dis que c'est résumé à 160 caractères, et du coup vous avez voulu résumer. Je comprends pas bien la teneur de votre message. Vous dites, je parlais effectivement
des animaux qui ne tuaient jamais gratuitement. Enfin, vous dites que l'homme commet l'acte gratuit, mais qu'il ne faut pas l'affliger non plus. Certes, il y a toujours des raisons derrière. Je ne suis pas en train de condamner l'être humain par cela, mais c'est dommage. Je l'aurais aimé le lire en entier. Ça m'échappe là la teneur de votre message. Et puis il y a également alors Lily qui revenait sur le témoignage de Véronique, qui nous parlait de sa sœur et qui me dit: le droit d'aînesse défendu avec Véronique n'est-il pas injuste à 50 ans? Alors Lily, là, c'est un peu réducteur, ce que vous me dites, le droit d'aînesse. Ce que je voulais dire par là, dans la mesure où je disais à Véronique qu'elle n'était pas la mieux placée pour aider sa sœur, je rebondissais sur un témoignage de Salomon qui lui disait qu'il fallait qu'elle reste dans sa position de cadette. Si on pensait qu'il y avait une rivalité entre elles deux, peut-être de la jalousie de la part de la sœur aînée, il faut quand même lui laisser un peu cette position d'aîné, symboliquement. On n'est pas dans le droit d'aînesse au sens où l'aîné avait tous les droits, et notamment dans les droits de succession et autres. C'est plus au sens symbolique du terme, qu'au moins il lui reste quelque chose, et que dans le sens normalement c'est l'aîné qui est un peu protectrice par rapport à la petite sœur et autres. Or là, finalement, il y a un peu une inversion des rôles. Comme Véronique nous disait que sa grande sœur n'allait pas bien, elle voulait au contraire la protéger et autres. Peut-être que symboliquement, il fallait pas trop aller dans ce sens-là et lui laisser cette position-là. Voilà, c'était le sens de mon propos. Allez, on va tout de suite continuer l'échange avec Élise. Alors, Élise, vous nous avez appelé parce que vous vous faites beaucoup de soucis pour votre fille. Oui. Qui a 32 ans. Voilà, oui. Qui est mariée, qui a 2 enfants de 4 ans et 2 ans. Voilà, oui. Et qui a fait plusieurs tentatives de suicide depuis 1 an et demi. Voilà. Et donc, elle sort. Donc demain, elle va sortir d'une hospitalisation de 3 mois. Voilà. Et bon, vous avez un petit peu peur parce que vous la sentez pas tout à fait guérie. Bon, le médecin a diagnostiqué une dépression. Voilà, oui. Donc, bon, déjà, je me posais des questions là-dessus, mais bon, vous n'allez pas faire des diagnostics à distance, bien sûr. Non. Mais bon, c'est vrai que j'avais un petit peu les craintes quand même, parce que bon, elle avait été soignée quand même 1 an et demi avant cette hospitalisation, donc il y a avec plusieurs rechutes quand même. Donc, elle avait quand même un traitement, plus une psychothérapie, plus tout ça. Et bon, il semble-t-il, ça n'a pas suffi puisque bon, elle a renouvelé ses tentatives. Bon, il semblerait qu'effectivement, elle a un petit peu mieux là depuis qu'il a changé son traitement. Là, le médecin a changé de traitement il n'y a pas très longtemps. Donc, bon, est-ce que ça a une relation de cause à effet? Ça, je ne sais pas. C'est possible, oui, certainement. Mais bon, oui, je la sens quand même encore très très fragile. Oui. Et ce qui m'étonne aussi, moi, c'est qu'on fasse pas. Enfin, moi, je découvre un peu la psychiatrie, mais qu'on fasse pas davantage appel à la famille, notamment son mari, parce que bon, voilà, le retour à domicile implique aussi la participation du mari, enfin de tout le monde, j'allais dire, mais bon, en particulier du conjoint. Et ça, je suis un peu étonnée que bon, il a rencontré une fois le psychiatre parce qu'il a souhaité le faire, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, on ne le sollicite pas non plus pour savoir comment ça va se passer, comment ils vont s'organiser, comment voilà. Oui, c'est un peu en même temps un peu compliqué parce que on ne sait pas forcément quel rôle joue le mari dans l'histoire et si c'est une thérapie de couple, on travaille sur le lien conjugal, mais quand on est dans une thérapie individuelle, on travaille avec la personne et on travaille sur les ressources de la personne, sur son histoire, sur son histoire personnelle, sur lui donner les possibilités de faire face, elle. Oui, d'accord. Oui.
Je pense que oui, dans ce sens-là, il y a des choses qui ont été mises en place, c'est sûr, parce que bon, il y a des choses qu'elle a dû. Moi, j'ai pas tous les éléments en main, parce que je n'ai que ce qu'elle me dit. Bien sûr, je ne pose pas de questions sur le contenu de sa thérapie et tout ça, mais bon. Bien évidemment, elle a évoqué le problème de son abandon, le problème du décès de son père, comme je vous l'ai dit dans mon message, qu'elle a vécu aussi comme un abandon, quelque part, même si... Oui, puisque c'est une enfant donc que vous avez adoptée, voilà, oui. Avec votre mari, et qui et malheureusement ce dernier est décédé assez brusquement il y a 25 ans. Voilà. Donc elle avait 7 ans, donc tout ça, il y a un certain nombre de choses qui apparemment ont ressurgi. Dont elle parle, oui. Alors, est-ce que c'est aussi, c'est plus des questions que moi je me pose aussi, mais bon, de toute façon, ça change rien au problème, mais c'est à peu près à l'âge où l'âge de son fils, au moment où il est arrivé à la maison, donc il y a plein de choses comme ça. C'est important, oui. Ouais, voilà. Et puis j'ai un petit peu évoqué, mais ça a été aussi l'occasion de... Il y a des conflits avec ses beaux-parents, notamment avec la belle-mère, qui est quand même quelqu'un de très possessif, et donc voilà, tout ça fait qu'elle a du mal à exprimer tout ça. Son mari a aussi du mal à se positionner par rapport à ses parents. Donc, alors, il y a des éléments dans son présent qui sont un peu compliqués, et puis il y a des éléments de son histoire passée sur lesquels elle va pouvoir travailler, et des éléments qui renvoient un peu à l'abandon. Mais ce qui est intéressant, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, mais ce qui est intéressant, c'est que aussi son fils à l'âge qu'elle avait au moment où elle a fait sa première tentative, oui, il avait à peu près son âge au moment où il est arrivé à la maison. Moi, c'est moi qui l'évoque. Moi, elle m'en a jamais parlé, si vous voulez. Mais mais parfois, on retrouve souvent cela, les enfants à travers nos enfants, on peut rejouer des choses de notre propre histoire aussi. Qui n'avaient pas été bien réglées, et qui peuvent ressurgir à cette occasion-là. Parce que c'est très inconscient. Bien sûr. Oui, donc, donc le fait de se trouver à ce moment-là de vie de son enfant, elle se retrouve, elle, plongée à ce moment-là, elle, de sa vie d'enfant. Oui, c'est un peu c'est l'impression que j'avais, à savoir aussi ce qui me surprend, c'est cette espèce de régression. Vous allez me dire que c'est peut-être vrai, une dépression, peut-être ça donne ce type de manifestation, mais... C'est-à-dire que, pas toujours, mais si il y a quelque chose d'un retour vers son passé, vers des éléments de son histoire passée, et souvent quand il y a des choses à travailler, il y a toujours un aspect un petit peu régressif, oui, quand on va pas bien. Et ça me choquait parfois, parce que j'avais l'impression que qu'elle se désintéressait un petit peu de ses enfants. C'est pas tout à fait comme ça, mais quelque part, elle n'est pas en mesure tellement de pouvoir aussi. La dépression, c'est déjà un désintérêt un peu de tout. Alors évidemment, y compris de ce qui est, y compris donc même des enfants, parce qu'il n'y a plus cette possibilité de c'est un peu c'est un retrait du monde, Oui, c'est un retrait du monde. Donc vous savez, pour quelqu'un de dépressif, une journée semble extrêmement longue. En général, l'humeur d'une personne dépressive s'améliore en fin de journée.
Mais le début de journée et les matinées sont terribles. Hein. D'accord. On se demande, les personnes se demandent comment comment la journée va s'écouler. Alors l'aide de l'entourage, c'est précieux de pouvoir, si vous êtes proche d'elle, ça peut être la soutenir par rapport justement aux enfants. Oui, pouvoir un peu la décharger de ces responsabilités-là, comme en plus ils sont petits, donc ils demandent beaucoup d'énergie. Bien sûr. Alors quand dans cet état-là, elle en a plus beaucoup, votre fille. Voilà, donc des enfants de 4 ans et 2 ans, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de disponibilité. Donc pouvoir un peu prendre le relais, vous en occuper. Donc déjà pour la laisser un petit peu se reposer, et puis pouvoir l'entourer. Mais ça peut être quelqu'un même qui va vraiment mal, une personne sur qui on peut compter, passer un petit coup de fil dans la journée, passer un petit moment, pas forcément rester longtemps, parce que souvent il y a une grande fatigue dans ces épisodes dépressifs, une grande fatigue. En plus, c'est pas tout à fait près de chez moi, donc je lui demande si elle veut que j'aille la voir ou si... Voilà, mais pas forcément s'attarder, mais ça ponctue la journée. Ces journées qui souvent paraissent interminables. Ça, il faut voir avec elle, qu'elle se sente pas seule dans ce temps qui peut être qui s'étire à l'infini. Ce qui m'inquiète aussi, il y a plusieurs choses, mais si vous voulez, c'est ce retour à domicile où elle va se retrouver seule même chez elle. Oui. Mais elle va être suivie, de toute façon, elle va continuer à être suivie. Oui, mais ça sera qu'une fois par semaine, tout ça, donc moi je... Mais peut-être une à 2 fois, selon Alors, son état. je me demandais justement par rapport à une autre thérapeutique éventuellement, parce que si vous voulez, là, c'est le traitement qu'il fallait sûrement mettre en place, classique, j'allais dire antidépresseur, psychothérapie, et tout ça. Mais c'est très bien. Donc moi, ça c'est mis en place, donc je pense que ça va continuer, mais... si elle s'est quand même préoccupée de ses enfants, donc ils ont vu aussi quelqu'un pour les enfants, là, une psychologue quand même. Ça fait quand même 3 mois qu'elle n'est pas chez elle, donc finalement, c'est sûr qu'il y a quand même de la souffrance un petit peu de partout, des enfants, du mari. Voilà. Comment réagit votre gendre ? Au niveau des enfants et tout ça, il assume bien, il n'y a pas de problème, pas de problème particulier, je veux dire. Par contre... Et vis-à-vis d'elle ? Pardon ? Et vis-à-vis d'elle ? Vis-à-vis d'elle, il l'entoure beaucoup, oui. Bon. Oui, il est très présent, ça, sûr. C'est important. Oui, ça c'est sûr, mais je pense qu'il appréhende beaucoup le retour. Oui, mais ça c'est normal, qu'ils soient un petit peu inquiets comme vous. Voilà. Oui. Donc... Bon. Mais donc il a seulement, je crois qu'il va aller voir quelqu'un là aussi, une psychologue, mais il a été assez long à se mettre en route. Oui, mais ça peut l'aider, oui. Voilà, pour savoir un petit peu. Il y a quand même tout un cadre autour, donc, je pense, oui. Voilà. Mais je l'ai évoqué un tout petit peu, ce qui aussi un aspect qui m'inquiète, c'est un peu la place tenue par les beaux-parents. Oui, écoutez, pour le moment, les beaux-parents, si vous êtes en contact avec eux, ou vous avez des contacts, vous, avec eux ? J'en avais, mais à la première tentative, si vous voulez, j'étais allée les voir pour pouvoir en parler avec eux, et puis il semblerait que, je sais pas, peut-être que j'ai été maladroite, je veux bien l'entendre. Moi, j'étais sûrement angoissée, j'étais sûrement pas très bien, etc. Ils l'ont très mal vécu. Ils ont dit à leur fils que j'avais été très désagréable. Donc depuis, il n'y a pas de contact. Alors, ça serait important que leur fils dise à ses parents qu'étant donné actuellement l'état de santé de sa femme, il relâche un peu les tensions et qu'il la laisse tranquille, qu'elle a besoin là de soutien et... Alors il a déjà dit certaines choses parce que c'est à lui de protéger sa femme. À tour de rôle, comme moi je garde les enfants à tour de rôle, donc on garde les enfants à tour de rôle, si vous voulez. Mais ma fille n'a pas voulu qu'ils aillent la voir là où elle est, donc il leur a dit. Donc il a posé quand même des choses, mais il a quand même encore très très peur de ses parents et
ils tiennent. Enfin, si vous voulez, moi, ma fille m'a dit il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai l'impression que j'ai jamais pris ma place de femme et tout ça, parce qu'ils tenaient plus compte de la vie de ses parents que du mien. Oui, mais actuellement, elle remet. Bah, c'est possible, mais si vous voulez, actuellement, elle remet effectivement toute sa vie sur le tapis. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien, parce que ça veut dire qu'elle a auprès de son thérapeute, elle peut parler. Hein, voilà, donc elle peut parler de tout ce qui est compliqué et de tout ce qui est douloureux pour elle. Donc ça, c'est plutôt constructif. Maintenant, ça va aussi peut-être amener cet homme à enfin s'affirmer vis-à-vis de ses parents et à prendre soin de son épouse et de ses enfants. C'est-à-dire afin que ces derniers n'agressent pas votre fille. Parce que c'est pas le moment, elle a besoin de sécurité. Maintenant, bon, je comprends votre appréhension, mais elle a, semble-t-il, quand même été bien prise en charge, et c'est normal qu'elle soit encore fragile. C'est-à-dire qu'elle peut pas, comme ça, du jour au lendemain, aller bien. Ça peut prendre un peu de temps. Hein. On ne sort pas de la dépression du jour au lendemain. Mais bon, elle dit des choses, elle parle de son histoire, elle élabore bien, donc elle est dans une démarche de construction, de reconstruction. D'accord. Et oui, au niveau d'autres thérapeutiques éventuellement, est-ce que c'est une chose qu'il faut évoquer pourquoi, si ça se passe bien comme ça? Oui, c'est simplement parce que je me disais, la question que je me pose, c'est qu'elle a, par rapport à son traitement antidépresseur... De quelle thérapie parlez-vous? Du traitement antidépresseur, par exemple. Ça peut se prolonger pendant des mois et des années. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord. Et ça sera au psychiatre qui la suit, de voir. Oui, on n'arrête pas. Là, elle sort elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle sort de 3 mois d'hospitalisation. À mon avis, oui, elle va avoir un traitement d'antidépresseur pendant encore quelques temps. Hein. Ça me paraît adapté, étant donné elle est véritablement très elle est dépressive, donc il faut qu'elle ait un traitement approprié. Oui, tout à fait. Parallèlement à une psychothérapie, parce que donner des antidépresseurs s'il n'y a pas une psychothérapie associée, ça n'a pas de sens. Hein? D'accord. Oui, non, mais pour l'instant, c'est ce qu'elle a, donc... Alors il y a Anthony qui me demande pourquoi ceux qui dépriment, enfin ceux qui sont dépressifs, se sentent mieux en fin de journée. On constate, c'est ça, l'humeur s'améliore en fin de journée. C'est les débuts les matinées sont souvent épouvantables pour les gens qui souffrent de dépression. D'ailleurs souvent ils passent comme ça, ils dorment et l'humeur va beaucoup mieux. Va beaucoup mieux. Non, parce que dire l'humeur va beaucoup mieux pour une personne qui souffre de dépression, ils se sentent mieux. Il y a un relatif mieux-être en fin de journée et donc voilà, et c'est pour ça qu'ils se décalent d'ailleurs le soir et un peu la nuit. C'est compliqué. Voilà, le rythme un peu jour-nuit s'inverse, et alors qu'il faudrait pouvoir un peu se recadrer, parce que sinon le sommeil se perturbe, et puis après si on dort trop, ça joue aussi sur le rythme de la dépression. Enfin, c'est compliqué. D'accord. Et pourtant, certaines tentatives, en fait, elle les a fait le soir, donc... Oui, mais après, attendez, quand on est dans la tentative de suicide, là, c'est qu'on est vraiment dans un acte de profond désespoir. Donc, vous voyez, là, on parle de l'humeur de la personne dépressive, mais quand elle est sous traitement, quand elle est suivie, quand elle est Après, là, quand on est dans la tentative de suicide, on est dans une autre dimension. Bon. D'accord. Mais la tentative de suicide peut survenir aussi à n'importe quel moment de la journée. Pour votre fille, ça a été le soir, mais on note pas plus de tentatives de suicide le soir que la journée. D'accord. Donc bon, il faut l'entourer, mais en même temps, pas non plus... voilà, c'est le juste milieu à trouver. Pas l'entourer, mais pas être...
pas être oppressant dans vos angoisses. Oui, voilà. c'est ça. C'est donc, le juste milieu à trouver. J'ai vu quelqu'un aussi là parallèlement pour justement un peu décharger mon angoisse. Voilà. Parce que voilà. Oui, parce que bon, votre fille est jeune et c'est un moment comme ça de sa vie où elle va mettre à plat un peu son histoire, ce qu'elle vit en ce moment, et puis ça permet de réparer certaines choses qui étaient là, qui étaient latentes, qui n'étaient pas construites. Hein? D'accord. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci Élise de votre confiance. Au revoir. Au revoir, merci. Icar, lap dance. Il y a Cathy qui dit on se sort mieux de la dépression quand on est bien entouré. On guérit mieux lorsque l'entourage est à l'écoute, plus exactement, dit Cathy. Et puis, il y a Coco qui me dit est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes dépressives chroniques qui ne s'en sortent pas Non, parce que celles que j'ai rencontrées, c'est qu'elles avaient une demande. Donc, puisque je l'ai rencontrée, donc elles venaient consulter. Donc, certaines effectivement traînaient une dépression qu'on peut qualifier de chronique depuis plusieurs années, contrairement à une dépression dite réactionnelle, c'est-à-dire faisant suite à un événement de vie, tel une séparation, un décès, la perte d'un travail, enfin tous les événements de vie qui peuvent nous affecter terriblement. Et puis il y a des dépressions où on ne trouve pas comme ça dans l'histoire de la personne, à première vue, évidemment, lorsqu'on a un entretien avec elle, le premier entretien, où la personne ne peut pas dire, voilà, j'ai eu quelque chose qui m'a fait plonger. Donc il y a quelque chose d'un peu chronique dans l'histoire et donc c'est un peu toute leur vie au fond qu'elles viennent mettre à plat et en fait il y a des blessures souvent très très profondes et souvent inconscientes et c'est pour ça que je cite souvent ce livre de Moussa Nabati, La dépression, une maladie ou une chance, où il parle de réparer cet enfant intérieur parce que ça s'adresse particulièrement, je trouve, à ce type de dépression. Ça peut être l'occasion, derrière ce titre un peu qui peut paraître un peu provocateur, parce que pour les personnes qui ont connu ce qu'est la dépression, c'est vraiment terrible. C'est ne plus avoir le goût à la vie, ces journées comme ça qui s'étirent en longueur, une heure comme ça passée, on se demande comment va venir l'heure d'après. Enfin, il y a plus rien n'a de sens, plus rien n'a. C'est comme si on regardait la vie derrière une vitre. Les autres s'agitaient et puis soit on est là posé comme ça, un peu comme un pantin désarticulé. Donc on peut vraiment le souhaiter à personne, mais ça peut être l'occasion de traiter comme ça des blessures qui étaient là, qui étaient en nous et puis qui vont être réactivées à la faveur de quelque chose. Donc le problème, c'est qu'il y a des personnes qui sont traitées, qui prennent des antidépresseurs, à peu près je crois 30%, alors qu'elles ne sont pas dépressives, et il y a à peu près le même pourcentage de personnes, 30% de personnes qui sont réellement dépressives et qui ne bénéficient d'aucune prise en charge. Donc ça pose vraiment question, voilà, et qui ne sont pas suivis. On va accueillir maintenant François. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir François. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission parce que j'écoute depuis très longtemps. Et j'avais moi déjà appelé il y a quelques mois et c'est vrai que vos conseils étaient très précieux, donc je tenais à vous remercier pour ça. Merci d'être à l'écoute en tout cas. Oui. Moi aujourd'hui je vous appelais parce que je voulais parler un peu de mon papa en fait qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Oui. Donc en fait la maladie a été détectée au mois de juin dernier. Oui. C'est quelque chose qui était par contre présent depuis je pense quelques années. Enfin maintenant avec le recul il y a des choses qui refont surface et on se dit que effectivement ça datait pas d'aujourd'hui, ça datait de quelques années. Et quel âge a-t-il votre papa?
Il vient d'avoir 75 ans le 8 avril, donc vendredi en fait. Oui. Et donc, en fait, ça s'est déclenché un peu par... il avait des hallucinations, il était vraiment pas bien, il ne reconnaissait plus ma mère, en fait. Et ça s'est déclenché vraiment comme ça. Et on suppose aussi que... En fait, ma mère venait d'être parce que mes parents ont 20 ans d'écart, en fait. Ma mère a eu 55 ans et venait de prendre sa retraite, justement, pour profiter un peu de mon père, on va dire. Et en fait, ça s'est vraiment déclenché quelques mois après. Donc, je pense que, pendant quelques années, en fait, mon père s'est... arrivé à trouver un échappatoire. Et là, je pense que le fait que ma mère soit en retraite et qu'elle soit toujours plus souvent avec lui, s'est laissé un peu plus aller, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense qu'il s'est laissé un peu porter par ma mère. Ça s'est enfin reposé, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec le recul, moi, j'ai des exemples qui datent de 3-4 ans. Et il cachait très très bien sa maladie. Je pense que c'est... après, je me suis renseigné un petit peu. Je pense que les malades de cette maladie sont très forts pour justement cacher un peu certaines choses. Donc, je sais pas s'ils peuvent vraiment cacher... C'est-à-dire que ça dépend de l'avancée aussi de la maladie. Vous voyez, c'est peut-être aussi une interprétation de votre part. C'est-à-dire, ça dépend des degrés, de l'avancée. Ouais. Donc, en fait, là, c'est vrai que depuis le mois de juin, ça s'est dégradé très très vite. Ça devenait plus vivable pour ma mère parce que je faisais des fugues. Il y a eu vraiment une fugue où il est parti en pleine nuit. Ma mère l'a retrouvé à 2 km de chez moi. Il était dans un sale état, donc on a pris la décision, avec l'ensemble de ma famille, de le placer parce que ça devenait dangereux pour lui, en fait. Oui. C'est ça un peu. Même si c'est très dur, Oui, c'est difficile, évidemment. Oui. Ouais. C'est dur de... surtout que, moi, mon père est plus âgé... j'ai 26 ans, donc... oui, vous êtes jeune, vous, hein. Oui. Donc, c'est vrai que... Vous êtes jeune pour avoir à vivre cela, je trouve, pour être confronté à un père... pour être confronté à cette maladie-là, celle de la maladie de votre père. C'est vrai que au tout début, en fait, je pensais que c'était pas ça. Je l'acceptais pas du tout. Donc c'est vrai que, je disais que ça allait mieux. Ça allait se passer si on veut. Je pensais pas que c'était ça. Et c'est vrai que petit à petit, en me rendant compte, avec l'évolution, que j'allais commencer justement à perdre un peu plus mon père. Et c'est vrai que ça a été très dur pour moi. Il fallait faire un petit peu... c'est peut-être un peu fort le deuil un peu de... parce que, je sais pas comment expliquer, mais j'avais encore besoin de mon père. C'est vrai que là... pour des exemples de la vie quotidienne, là, par exemple, j'ai déménagé, je pouvais pas... je repensais il y a 3 ans où mon père était là avec moi. C'est des choses de la vie auxquelles il peut plus forcément participer. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est dur à... Mais je comprends ce que vous dites quand vous dites et en même temps votre pudeur, votre hésitation à le dire, parce que vous dites le terme est fort, le deuil de votre père, faire le deuil de quelqu'un de son vivant, puisque dans les faits il est là, mais en même temps le deuil de ce qu'était votre père, de la relation à votre père, puisque il est là et déjà il s'absente. C'est-à-dire, puisque c'est ce qui est terrible dans cette maladie, c'est qu'elle efface les souvenirs, elle efface le lien, elle efface. Donc il y a quelque chose de très douloureux. Il y a des maladies où jusqu'au bout où on peut être présent avec l'autre, avec la personne malade, où on peut être
être auprès d'elle et en lien avec elle et présent. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas ne pas l'être avec les personnes qui souffrent d'Alzheimer autrement, mais il y a quand même dans ces premiers moments, il y a quelque chose d'un trouble, il y a quelque chose d'assez vertigineux. Ouais, et c'est, en fait, c'est vrai que la relation, a totalement changé parce que, oui, forcément. Même je sais que maintenant, j'arrive un peu à m'adapter, j'arrive à adapter mon comportement, avec mon père. Je sais qu'il est là, il est beaucoup il a besoin de nous toucher. Voilà. Je sais que je lui tiens beaucoup la main. Oui. Il a besoin qu'on le regarde, qu'on le, de sourire. Et c'est vrai qu'avant, j'ai toujours été très proche de mon père, mais pas de cette manière-là. Et c'est vrai que c'est une autre façon d'être ensemble. Voilà, c'est une autre façon d'être ensemble. Donc, moi, je sais que je suis très présent à ses côtés. Et je profite de ces instants, même si j'aurais encore aimé avoir d'autres. Mais ce qui est compliqué, c'est que vous l'avez dit, François. Vous dites, j'avais encore besoin de mon père. Et vous êtes un homme jeune. Vous aviez encore besoin de vous appuyer sur votre père. Et finalement, l'apparition de cette maladie fait que c'est vous qui maintenant apprenez à prendre soin de lui, à vous occuper de lui et au fond à être dans une approche beaucoup plus au fond que par les mots, ce qui est normalement dans les relations parents-enfants lorsqu'ils deviennent adultes. Et c'est souvent le lien, il passe par cet échange-là, même dans les relations père-fils. Et là, vous apprenez à développer une relation plus de l'ordre du charnel. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que quand même votre père vous reconnaît Disons que j'ai 2 frères également, donc il nous confond beaucoup, mais mais il, pour l'instant il me reconnaît. Je sais à part, si c'est déjà arrivé où il ne me reconnaissait pas, mais c'est aussi par des flashs des fois. Après, je sais qu'à chaque fois que je suis allé le voir, ça a été. Mais bon, c'est vrai qu'en y allant, je sais jamais trop comment je vais le trouver. Et après, il a encore des moments où il prend conscience en fait de son état. C'est un peu moins maintenant. Oui, il peut avoir c'est ça. Il y a des moments de lucidité, oui. Et en fait, par moments, donc il se rend compte. Et c'est vrai qu'il est. Mon père, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est sensible, donc il pleure. Quand il se rend compte de ça, il pleure beaucoup. Et c'est vrai que voir son père pleurer, c'est vraiment pas. Oui, il est triste quand. Voilà, c'est ça. Quand il est dans des moments de lucidité, il est triste, il pleure. Ouais. Il s'exprime, il dit quelque chose dans ces moments-là ou il pleure uniquement. Il pleure et il le faisait. Il y a quelques mois encore, il disait comment j'ai pu finir comme ça. C'était des phrases comme ça et qu'il préférait en finir. Mais bon, là maintenant, c'est plus rare les moments où il pleure parce qu'il a moins de moments de lucidité. Mais ça arrive encore. Oui, ça arrive encore, ces moments-là. Ouais. Dans ces moments-là, oui, je crois qu'il faut vraiment que vous soyez, si vous pouvez être là, vraiment l'entourer vraiment de toute votre tendresse. C'est là où souvent les gestes sont presque plus importants que les mots. De dire à quel point il reste le père que vous aimez. Et à quel point sa maladie n'enlève rien. Au père que vous aimez et qu'il a été un père formidable pour vous et qu'il reste un père formidable. Ouais, voilà, c'est dans ces moments de lucidité, dire que, vous voyez, parce que ça doit être terrible de se rendre compte.
Ben oui, enfin je le ressens, enfin quand je le vois, enfin c'est vrai que c'est très dur pour lui et je sais il avait eu la visite d'un de ses petits enfants, enfin mon frère a des enfants, donc une fois il l'avait amené avec lui et il a dit à mon frère, je veux plus que tu, parce qu'il était dans un moment de lucidité, il lui a dit je veux plus que tu viennes avec ton fils parce qu'il veut pas qu'il le voit comme ça en fait. Oui, mais c'est quand même important pour lui, même pour votre père, qui est quand même ces échanges. Vous souhaitiez des réactions, peut-être des témoignages. Il y a Marie-Thérèse qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir Caroline. Bonsoir François. Bonsoir. Vraiment, je suis très très touchée, très émue de vous entendre parler de votre papa et de ce que vous vivez. Si vous voulez, la question, déjà, comment a-t-il vécu, je dirais, cette entrée en institution? Disons que ça a été, il est rentré là depuis janvier. Il y a eu un temps vraiment d'adaptation. En fait, il sait plus vraiment où il est, donc je sais que quand on va le voir, il a l'impression qu'il est chez lui, donc il se rend pas forcément compte de l'endroit où il est en fait. D'accord. Et est-ce que vous pouvez avoir un dialogue avec le personnel de la maison? Oui, c'est vrai que quand j'y vais, je sais que je vais toujours les voir pour savoir comment ça va, comment ça a été les journées précédentes. Et vous pouvez éventuellement aussi avoir un soutien avec du personnel spécialisé de la maison, soit psychologue, soit animatrice, soit des personnes qui normalement sont là aussi pour aider la famille. Donc vous pouvez aussi avoir ce contact qui vous permettrait de recréer un autre lien par le biais des personnes avec qui il vit au quotidien, vous voyez? Ouais. Hein? Et puis surtout aussi, à savoir, vous évoquiez tout à fait, vous avez les bons réflexes et les bons gestes. Déjà surtout, en aucun cas, surtout dites-vous bien que tout ce que vous apportez en venant ne peut que lui apporter, et vivre avec des personnes qui ont ce type de maladie, vivre vraiment l'instant présent. Ouais. C'est très important. Le sourire, la lueur, une lueur de lucidité, un sourire, apporter des photos, parler de quelque chose qu'il aimait, faire des choses avec lui qu'il aimait faire et qu'il peut encore faire par rapport aux mouvements, aux gestes de la vie quotidienne, vous voyez. Ah ouais, tout à fait, marcher, aller dans le jardin de la résidence, aller même aller prendre un café au village. Vous voyez, des choses comme ça, même qui n'obligent pas à parler. Et je pense que là, à ce stade dont vous parlez, je pense qu'il a encore une motricité, il marche encore. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je fais en fait à chaque fois que comme mon père était quelqu'un de très actif, il aimait beaucoup se balader, donc je sais qu'à chaque fois que je vais le voir, qu'il fasse beau ou moins beau, je lui propose toujours de sortir et je vais me balader toujours avec lui pour. Et je pense qu'il doit apprécier. Oui, tout à fait, ouais. Oui, parce que surtout chez les hommes qui ont bien sûr connu une vie professionnelle à l'extérieur et ont besoin beaucoup de marcher, beaucoup de sortir et de voir du monde. Et je crois qu'on peut, de ce fait, allonger le temps où sa conscience sera encore plus présente et vous pourrez en profiter encore plus longtemps. Ouais. Vous voyez ? Oui, c'est important ça, dans la qualité de vie, finalement, retarder peut-être aussi l'évolution un peu de la maladie, et puis permettre aussi qu'il y ait des moments de plaisir. Voilà. C'est ça, vous dites de profiter de l'instant au fond, qu'il peut y avoir aussi des moments de plaisir. Ah oui, tout à fait. Et surtout, de bien-être vraiment, en tout cas. Même s'ils sont fugaces, il faut vraiment les prendre et vivre vraiment le quotidien. Oui.
Vraiment, vraiment. Profitez à voir avec le personnel qui vous dira les heures ou les jours ou les moments de la journée en fonction de votre travail et de vos occupations, bien sûr. Et surtout, ne culpabilisez en rien si vous ne pouvez pas venir quelques jours, puisque au niveau de la mémoire, il ne va pas se souvenir si vous êtes venu il y a 3 jours, ou il y a 2 jours, ou il y a 8 jours. Mais soyez pour vous aussi, parce qu'il faut savoir vous protéger. À la fois présent, mais à la fois présent avec plus une qualité de présence qu'une quantité de présence. C'est quelque chose que j'essaie de plus faire maintenant, parce que c'est vrai qu'au début j'étais un peu dans la culpabilité quand j'allais pas le voir. Enfin, je voulais vraiment être présent, très présent, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est ça. Il faut qu'il y ait des moments, les moments que je passe avec lui soient vraiment, comme vous dites, de qualité, qu'il y ait que je fasse des bons moments. Et vous verrez, pour vous serez mieux aussi, parce que à la fois vous pourrez sentir que vous apportez quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Sachez que les personnes ont cette possibilité, et ces personnes qui sont atteintes de ce type de maladie ont cette curieuse possibilité de tout ce qui est du sentiment, du ressenti, de l'amour, de l'affection. C'est quelque chose qui est ressenti, même si elle n'est pas visible. Et aussi, comme vous évoquiez aussi tout à l'heure, j'ai trouvé que vous aviez une approche absolument remarquable pour quelqu'un de jeune comme vous, de cette maladie et de la communication communiquée par le toucher. Mais on se dit, en vous écoutant, François, que vous avez dû effectivement aussi avoir un père qui était merveilleux et formidable avec vous. Quand vous parlez de lui et des rapports que vous avez ensemble. Et c'est ce que dit d'ailleurs aussi First Lisa, qui vous rejoint, Marie-Thérèse, parce qu'elle vous trouve très mûr, sensible et émouvant. Il y a John qui cite le film N'oublie jamais, qui dit très beau film, qui traite des rapports entre membres d'une famille face à cette maladie. Laïka qui dit j'ai 26 ans, ma mère a eu un AVC, nous n'avons plus le même lien, ça fait 1 an, nous nous reconstruisons doucement. Laïka qui pense à vous, et Prune qui dit épaulez-le avec affection. Voilà les messages que l'on reçoit. Merci beaucoup François, et écoutez, n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez besoin d'autres soutiens. Merci infiniment Marie-Thérèse également pour vos conseils. Au revoir. Merci à vous et bon courage François. Au revoir. Et bonne fin de nuit Caroline. Au revoir, merci. Au revoir. Axel Red, La Claque, très belle nuit à vous, faites de jolis rêves et à demain. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations.